Marcel Petiot, le tueur en série le plus sanglant de France. Marcel Petiot est un cas unique parmi les tueurs en série. De nombreux experts ne le considèrent même pas comme un maniaque. Il a commis la plupart de ses crimes pendant l'occupation allemande de la France au cours de la Seconde Guerre mondiale. Petiot attirait ses victimes dans la maison de la mort, en leur promettant de les aider à fuir la France occupée et à se réfugier dans des pays sûrs. Il s'est fait passer pour un médecin d'origine russe nommé Eugène et a assuré qu'il pourrait faire passer des familles juives et des membres de la résistance à l'étranger. Cependant, au lieu du salut, les gens ont trouvé la mort dans cette maison. Enfance et jeunesse. Marcel Petiot est né le 17 janvier 1897 à Auxerre. Dès l'enfance, il fait preuve de capacité mentale, mais il est tyrannique et se fait renvoyer à plusieurs reprises de l'école. En mars 1914, à l'âge de 17 ans, il ouvre une boîte aux lettres et vole des lettres et des cartes postales. La police l'arrête, mais il n'est pas en mesure d'expliquer les raisons de son comportement. Après son arrestation, Petiot est envoyé chez un psychiatre qui diagnostique des troubles mentaux. Ce diagnostic, posé le 26 mars 1914, lui permet d'échapper à la sanction. En janvier 1916, pendant la Première Guerre mondiale, Marcel est incorporé dans l'armée. Il a survécu à une attaque allemande au gaz, après quoi il a été réformé pour raison de santé. Nombreux sont ceux qui pensent que l'impact du gaz a affecté son psychisme, car après cet incident, son comportement est devenu sensiblement étrange. La voie de la médecine. De retour à Auxerre, Marcel profite de son statut d'ancien combattant pour entrer à l'université à des conditions favorables. Il choisit la faculté de médecine et le 15 décembre 1921, il obtient son diplôme de médecin à Paris. Immédiatement après l'obtention de son diplôme, il est envoyé travailler dans la petite ville de Villeneuve-sur-Yonne. C'est là qu'il a ses premiers démêlés avec la justice. Petiot devient dépendant de substances illégales et tombe dans une dépendance qui nécessite de l'argent. Pour trouver de l'argent, il se lance dans une pratique médicale douteuse, vendant des drogues illégales, pratiquant des avortements clandestins et volant ses patientes. Premier soupçon de meurtre. En 1926, Marcel Petiot est pour la première fois soupçonné de meurtre par la police. Louise Delaveau, 23 ans, la fille d'une de ses patientes et, selon la rumeur, la maîtresse de Marcel, a disparu. Bien que le père de Louise ait activement recherché sa fille et que la police ait enquêté, aucune preuve n'a été trouvée contre Petiot. La disparition de la jeune fille est considérée comme une simple fugue. Pour éviter les soupçons, Marcel décide de changer la situation et retourne à Auxerre, où se déroulent à l'époque des élections municipales. Il se porte candidat et remporte la victoire contre toute attente. Désormais, il n'est plus seulement médecin, mais aussi maire de la ville. Pouvoir et nouveaux crimes. Devenu maire, Marcel Petiot n'abandonne pas pour autant son activité médicale. Mais c'est son activité médicale qui attire à nouveau l'attention des forces de l'ordre. En 1929, sa femme de chambre disparaît. Il s'avérera plus tard qu'elle était enceinte. Les soupçons se sont immédiatement portés sur Petiot, qui était marié et avait un fils. Le procureur de la ville le soupçonne d'être impliqué dans cette disparition. Une enquête a été ouverte et la police a trouvé une ancienne patiente de Petiot qui était prête à témoigner. Cette femme a affirmé que le médecin était un sadique qui aimait pratiquer des opérations sans anesthésie. Cependant, peu avant que le procureur ne prépare le dossier, le témoin est décédé de manière inattendue. Peu de temps après, le procureur est également décédé. Les deux certificats de décès ont été signés par Petiot lui-même, invoquant des causes naturelles. Entre-temps, des rumeurs parviennent au préfet du district au sujet des machinations financières du maire et de son implication possible dans la mort de plusieurs personnes. En 1931, pour éviter le scandale, Marcel Petiot démissionne et s'installe à Paris. Les années parisiennes et la Seconde Guerre mondiale. À Paris,
Marcel réussit à s'installer encore mieux. Il poursuit son activité médicale et gagne beaucoup d'argent. En 1939, il remplit une déclaration d'impôt indiquant qu'il a gagné plus d'1 million de francs en un an. Pendant l'occupation allemande, il trouve un nouveau moyen de s'enrichir. Sous couvert de sauvetage de juifs et de résistants, il propose aux gens de s'enfuir à l'étranger contre de l'argent. De nombreux désespérés acceptent de lui donner leurs dernières économies. Mais au lieu d'être sauvés, les victimes se retrouvaient dans ce qu'on appelle la maison de la mort. Marcel Petiot est entré dans l'histoire comme l'un des tueurs en série les plus sanglants de France. Ses crimes sont choquants par leur cruauté et leur cynisme. Et l'histoire de sa vie montre comment un maniaque a pu se cacher pendant des décennies sous le masque d'un médecin respecté, d'un maire et d'un ancien combattant. L'histoire de Marcel Petiot, les crimes d'un tueur en série en France. Pendant l'occupation allemande de la France, Marcel Petiot, bon citoyen en apparence, s'est transformé en l'un des plus terrifiants tueurs en série. Son histoire rassemble la tromperie, la cruauté et la manipulation auxquelles il a soumis ses victimes. Les débuts de l'activité criminelle. Contrairement à beaucoup d'autres pays où les Allemands prenaient des gens en masse pour les soumettre au travail forcé, en France, la procédure semblait plus organisée et ressemblait à un enrôlement régulier dans l'armée. Cependant, de nombreux Français ne veulent pas aller en Allemagne, même si les conditions de vie y sont comparativement meilleures. Petiot exploite cette crainte en vendant de faux certificats médicaux, les dispensant du départ obligatoire. S'engager dans la tromperie. En 1941, Petiot a élargi ses projets criminels. Alors que la répression contre les Juifs et les résistants s'intensifie, de nombreux Français cherchent un moyen de quitter le pays. Petiot leur propose un itinéraire sûr vers l'Amérique du Sud. Les gens le croient, vendent leurs biens, achètent des devises et de l'or, puis reçoivent de lui une adresse secrète où ils doivent se rendre pour être envoyés. La maison de la rue Lézère. En 1939, Petiot achète une maison au 21 de la rue Lézère et l'aménage pour ses besoins. Il construit une pièce insonorisée avec 2 sorties. L'une mène au garage, où se trouve une fosse remplie de chaux vives. Dans cette fosse, il plaçait les corps de ses victimes, la chaux accélérant la décomposition. Petiot démembrait ensuite les corps. Au début, il jetait les restes dans la Seine et sur des terrains vagues, mais après l'instauration du couvre-feu, cela devenait trop risqué. Les soupçons de la Gestapo. En 1943, Petiot attire l'attention de la Gestapo. Les Allemands apprennent qu'il pourrait être impliqué dans l'évasion de Juifs et de membres de la résistance. Un agent de la Gestapo, Iven Dreyfus, est envoyé pour vérifier ses activités et organise un transfert avec Petiot. Cependant, Dreyfus disparaît rapidement. Les Allemands arrêtent Petiot et son intermédiaire. Mais après 2 mois d'interrogatoire, Petiot est libéré. Selon une version, il aurait proposé de vendre la maison de la rue Lézère à des collaborateurs, ce qui l'aurait aidé à sortir. La découverte de la maison de l'horreur. Le 11 mars 1944, des habitants de la rue Lézère se plaignent d'une odeur constante de brûlé et de fumée provenant de la maison numéro 21. La police, sans réponse du propriétaire, enfonce la porte. Il découvre des restes humains, des parties de corps et une cuisinière en feu dans le sous-sol de la maison. Les experts ont dénombré les restes d'au moins 26 personnes. L'évasion de Petiot. Alors que les experts travaillaient sur la scène de crime, Petiot lui-même s'est approché de la maison en voiture. Les voisins l'ont reconnu et la police a tenté de l'arrêter. Mais Petiot affirme qu'il est membre de la résistance et qu'il a exécuté des traîtres sur ordre de la direction. Il est ensuite parti calmement à vélo et la police ne l'a pas poursuivi. Résultat, l'identité du propriétaire de la maison a été rapidement établie. Petiot s'est avéré être un tueur en série connu sous le surnom de chirurgien, car les restes trouvés indiquaient un démembrement professionnel des corps.
L'histoire de Petiot est devenue le symbole de la cruauté tordue et de la ruse qui lui ont permis de se cacher sous le masque d'un bon citoyen pendant si longtemps. Cette histoire nous rappelle que la peur et le chaos de la guerre peuvent créer les conditions propices à l'émergence de criminels aussi horribles. Après la découverte de restes humains dans une maison de la rue Lézers, la police a lancé une enquête approfondie, au cours de laquelle de nombreux indices ont été recueillis pour prouver l'implication de Marcel Petiot dans les meurtres. En particulier, des documents appartenant à 71 personnes, dont des enfants, ont été retrouvés dans la maison. L'enquêteur Georges Mazieu était convaincu que Petiot était impliqué dans les meurtres et le recherchait activement. Dès le 13 mars 1944, la police arrête sa femme, son fils et son frère Maurice. Les interrogatoires n'aboutissent cependant pas à des résultats concrets. La première vague d'arrestations est la guerre. En juin 1944, le débarquement des troupes de la coalition anti-hitlérienne en Normandie détourne l'attention de l'affaire Petiot. De plus, après la libération de Paris, Georges Mazieu et d'autres membres de la police criminelle sont arrêtés pour collaboration avec les Allemands. Peut-être qu'à ce stade, l'affaire Petiot serait restée dans l'oubli s'il ne s'était pas rappelé à l'ordre. Lettres aux journaux. À l'automne 1944, Marcel Petiot commence à envoyer des lettres à des journaux parisiens en prétendant avoir été membre de la résistance. Il accuse la Gestapo d'avoir placé les cadavres retrouvés chez lui pour le compromettre devant les clandestins. Ces déclarations attirent l'attention de l'opinion publique et des autorités. Une nouvelle enquête est confiée au commissaire Pinault. La révélation des faits. Le commissaire Pinault a commencé à étudier les rapports sur les événements de mars et a également rendu visite à Georges Maciat en prison. Il s'avère que Petiot est impliqué dans les assassinats, mais que ses liens avec le maquis ne sont pas confirmés. Son frère Maurice est rapidement arrêté et avoue avoir aidé Petiot à brouiller les pistes. Il a transporté des valises contenant les effets personnels des victimes à différentes adresses. La police, après avoir vérifié ces adresses, a trouvé de nombreux objets appartenant à plus de 70 personnes. Cela confirme que Petiot n'aidait pas les gens à fuir la France, mais qu'il les tuait et les volait. L'arrestation de Marcel Petiot. Le 31 octobre 1944, Petiot est arrêté. Il est identifié à la gare par l'agent Charles Danier, qui soupçonne que les documents présentés au nom d'Henri Valéry Waterwald sont des faux. Au commissariat, la police trouve Petiot en possession de nombreuses fausses cartes d'identité, et sa femme identifie Marcel comme étant le détenu. Dans un premier temps, Petiot a prétendu avoir exécuté des traîtres lors de missions de la résistance. Cependant, l'enquête a révélé que la plupart des victimes n'avaient jamais collaboré avec l'occupant. La police l'a inculpé d'assassinat collectif. Méthode d'exécution. Petiot a tiré ses victimes dans sa maison de la rue Lézers, où il leur servait du café additionné de somnifères. Une fois les victimes endormies, il leur injectait du poison, le plus souvent du curare. Si les victimes refusaient de boire le café, il insistait pour qu'elles soient inoculées, ce que personne ne refusait, faisant confiance aux médecins. Procès et exécution. Le procès s'ouvre le 19 mars 1946. Petiot est reconnu coupable de 26 meurtres et condamné à mort. L'exécution est retardée à plusieurs reprises en raison de dysfonctionnement de la guillotine, mais il est exécuté le 25 mai 1946. Mystère non résolu. Le nombre exact des victimes de Petiot reste inconnu. Certaines sources affirment qu'elles auraient été plus de 200. On ne retrouve pas non plus l'argent et les objets de valeur que les victimes avaient confiés à Petiot dans l'espoir de quitter la France. Parmi les biens des victimes pourraient figurer des millions de dollars en espèces et en bijoux. Ces objets de valeur n'ont jamais été retrouvés, pas plus que le nombre réel de victimes décédées dans la maison de la mort de la rue Lézers. Le 21 juin 2020, une histoire mystérieuse et tragique s'est déroulée à Belfast, en Irlande du Nord, qui soulève encore de nombreuses questions.
En ce jour d'été, Noah Donohoe, 14 ans, s'est rendu à vélo au Cave Hill Country Park pour y retrouver des amis et travailler sur un projet dans le cadre du programme du duc d'Édimbourg. Il s'agissait d'une occasion importante pour Noah, qui a toujours été passionné par la connaissance et qui rêvait de faire de la médecine son métier. En plus d'exceller en sciences et en mathématiques, il jouait du violoncelle et était un membre actif de l'équipe de basket-ball de l'école. Noah vivait avec sa mère, Fiona Donohoe. Son père se trouvait dans un autre pays, mais restait en contact avec son fils par liaison vidéo. Malgré l'absence de son père, Noah est devenu un adolescent déterminé et indépendant. À 17h41, Noah quitte la maison à vélo, emportant avec lui un sac à dos contenant un ordinateur portable et des livres. Environ 5 minutes plus tard, il a été repéré par des caméras de vidéosurveillance sur Royal Avenue, une rue très fréquentée du centre-ville de Belfast. Peu de temps après, les caméras l'ont à nouveau repéré, mais sans son sac à dos. On ignore où et comment il l'a perdu. Les événements ont alors commencé à se dérouler de manière encore plus étrange. À 18h, un automobiliste a vu Noah tomber soudainement de son vélo à une intersection. Il s'est arrêté pour l'aider, mais l'adolescent s'est rapidement relevé et a poursuivi sa route. Il semblait aller bien. Cependant, 1 minute plus tard, il a été revu dans une autre rue, mais sans sa veste verte. 400 mètres après la chute, Noah a emprunté York Road et quelques minutes plus tard, il a atteint un lotissement sur Northwood Road, dans une zone qu'il ne connaissait pas du tout. C'est là que les habitants l'ont vu pour la première fois complètement nu. Comment et pourquoi il s'est retrouvé dans cet état reste un mystère. Les images de la télévision en circuit fermé n'ont pas filmé le moment où il a perdu le reste de ses vêtements. Il a été vu pour la dernière fois à 18h03. Il est descendu de son vélo et s'est dirigé à pied entre les maisons 89 et 91 sur Northwood Road. Il a ensuite disparu. Lorsque Noah n'est pas rentré chez lui ou n'a pas appelé sa mère à 18h30 comme promis, Fiona Donohoe s'est inquiétée. À 21h30, elle a contacté la police. 24 heures après la disparition, Karen Crooks, une habitante du quartier, a trouvé le vélo de Noah sur sa pelouse, mais n'y a pas prêté attention dans un premier temps. Lorsqu'elle a appris la disparition de l'adolescent, elle a immédiatement prévenu la police. Des services spéciaux et des bénévoles se sont joints aux recherches. Rapidement, les affaires éparses de Noah ont été retrouvées dans le quartier de Northwood Road. Casque, sweatshirt, chaussures. En revanche, son t-shirt, son short et sa veste ont disparu sans laisser de traces. Son téléphone portable a été retrouvé dans un parc, sur le chemin du lieu de sa disparition. Au 4e jour des recherches, tout Belfast est impliqué dans l'enquête. Diverses théories, y compris des motifs religieux et un crime de haine, ont émergé sur les médias sociaux. Mais après 6 jours de recherche, le corps de Noah a été retrouvé dans un collecteur d'eau pluviale, à 1 kilomètre seulement de l'endroit où son vélo avait été trouvé. Il s'est avéré que le jour de la disparition, le cadenas de l'entrée de l'égout n'avait pas été fermé après une inspection de routine. Cependant, elle a été refermée lors de la fouille et la police a dû la couper pour l'inspecter. Le corps du garçon se trouvait à l'intérieur. La police a insisté sur le fait que les preuves ne permettaient pas de conclure à un crime. Toutefois, de nombreuses personnes ont jugé cette déclaration hâtive car elle a été faite avant même que le corps ne soit autopsié. Des questions sans réponse. L'histoire de Noah Donohoe reste l'une des plus mystérieuses et des plus tragiques. Comment s'est-il retrouvé dans un autre quartier de la ville? Pourquoi s'est-il déshabillé? Que s'est-il passé dans les derniers instants avant sa disparition? Sa mère continue de réclamer justice, estimant que la police dissimule des détails importants. Il y a beaucoup plus de questions que de réponses dans cette affaire, qui continue de susciter un tollé en Irlande du Nord.
L'autopsie du corps de Noah Donohoe n'a révélé aucune trace de drogue ou d'alcool. La cause officielle du décès est la noyade, mais la police et les experts médico-légaux n'ont pas avancé de théorie sur la manière dont le corps de l'adolescent s'est retrouvé dans le réseau d'égouts. On ignore si l'adolescent était conscient au moment où il s'est retrouvé dans les égouts. Les résultats complets de l'autopsie n'ont pas été publiés, mais les avocats de la famille estiment qu'il soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Parmi les vêtements de Noah, seul un sweat à capuche bleue, un casque de skateboard noir et des baskets Nike avec un logo jaune vif ont été retrouvés. En revanche, ses sous-vêtements, son t-shirt, son short gris et sa veste ont disparu sans laisser de traces. Le temps de l'adolescent a été extrêmement court et le mystère reste entier quant à l'endroit où il a pu laisser ses vêtements, à supposer qu'il les fait lui-même. Les circonstances étranges de la mort de l'adolescent ont troublé les habitants de la région. Comment s'est-il retrouvé dans le parc Seaview, près de Northwood Road, alors qu'il n'y avait jamais mis les pieds? Comment a-t-il pu connaître l'existence d'un égout inconnu, même de nombreux habitants de la région? S'il a décidé de se cacher dans les égouts, pourquoi a-t-il rampé dans les tunnels étroits, dans l'obscurité totale, sur une distance de près d'1 kilomètre? Et pourquoi son corps ne présente-t-il pratiquement aucun signe d'exposition à l'eau? En août 2020, le coroner Joe McCriskin a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve de l'implication de personnes extérieures dans la mort du garçon et a appelé à cesser de répandre des rumeurs infondées. Depuis la disparition de leur fils, Fiona Donohoe et sa sœur Niam sont sceptiques quant à l'enquête de la police et à la version officielle des événements. Fiona affirme qu'on lui a dit que la police avait interrogé des témoins, vérifié des maisons et distribué des tracts, mais il s'est avéré par la suite que rien de tout cela n'avait été fait. Elle a créé une communauté sur les médias sociaux appelée My Noah Donohoe, qui a obtenu le soutien de 117 000 personnes. Des graffitis, des drapeaux et des convois de voitures sont apparus dans toute la ville pour attirer l'attention sur la tragédie. En septembre 2022, le juge Michael Humphreys a déclaré que les divulgations constituaient une menace pour l'intérêt public. Il n'y a pas de données qui modifient fondamentalement le cours de l'enquête. La famille peut être certaine qu'aucune tierce partie n'a été impliquée dans la mort de Noah. Pour découvrir la vérité, la famille Donohoe s'est tournée vers le journaliste d'investigation Donald McIntyre et son équipe. Avec l'aide de 6 000 sympathisants, ils ont recueilli 179 000 livres sterling pour une enquête indépendante. L'équipe était composée d'éminents criminologues, médecins légistes et experts en cybersécurité. Monsieur McIntyre a activement couvert l'affaire sur sa chaîne YouTube et prévoit de produire un documentaire. Il a découvert que 2 témoins indépendants ont entendu un cri d'enfant ou de femme vers minuit dans la zone où Noah a disparu. À 3 heures du matin, quelqu'un a tenté de s'introduire dans la maison d'un habitant du quartier. L'un des témoins a ensuite remarqué qu'une torche était passée par sa fenêtre. Monsieur McIntyre s'interroge. Ce cri aurait-il pu appartenir à Noé? L'homme à la torche le cherchait-il? Pourquoi la police n'a-t-elle pas essayé de l'identifier? La famille a choisi la crémation, car Noah avait peur du noir et Fiona voulait éviter les visites au cimetière. Cela rend difficile l'exhumation pour de nouvelles vérifications. Lors de la recherche du garçon, des rumeurs de meurtre et d'enterrement ont fait surface sur les réseaux sociaux. Jamie Shaw, 26 ans, a publié une vidéo sur Snapchat, affirmant avoir participé à l'enterrement des corps, dont celui de Noah. Il s'est avéré par la suite que cette vidéo était fausse et il a été inculpé d'utilisation abusive de communications électroniques. Un détenu de l'une des prisons a également avoué avoir tué le garçon, mais il s'est ensuite rétracté, expliquant qu'il avait été calomnié par un codétenu. La police n'a trouvé aucune preuve de son implication.
En mars 2021, Fiona a demandé une enquête sur les rumeurs selon lesquelles son fils aurait été attaqué avec une seringue, bien que ces informations n'aient pas été confirmées. Sa douleur et ses doutes sont compréhensibles compte tenu des circonstances étranges de la mort de Noah. En juin 2023, il a été révélé que le jour où Noah a disparu à 3h30 du matin, il s'était faufilé hors de la maison sous une pluie battante, vêtu d'un simple t-shirt. Ce détail, jusqu'alors inconnu du public, ajoute encore au mystère de l'affaire. Qu'est-ce qui a poussé le garçon à quitter la maison par un temps pareil? Était-il conscient lorsqu'il s'est retrouvé dans les égouts? Pourquoi certains éléments de l'enquête restent-ils cachés? L'affaire Noah Donohoe reste l'une des histoires les plus mystérieuses d'Irlande du Nord, et le combat de sa famille pour la vérité se poursuit sans relâche. Cette mystérieuse affaire s'est déroulée dans le quartier où Noah Donohoe, 14 ans, avait déjà disparu. Un témoin a entendu des cris, puis quelqu'un a passé une torche à travers sa fenêtre. Le journaliste McIntyre se demande si ces événements peuvent être liés à la mort du garçon. Se pourrait-il que ce soit Noah lui-même qui est appelé à l'aide et que l'homme à la torche soit à sa recherche? Ou bien a-t-il simplement remarqué quelque chose de suspect et est-il sorti pour vérifier ce qui se passait? Madame McIntyre estime que la police n'a pas fait suffisamment d'efforts pour découvrir l'identité de l'homme et son éventuelle implication dans la disparition de l'enfant. La famille de Noah a décidé de ne pas procéder à un enterrement traditionnel en raison de sa peur du noir et a opté pour l'incinération. Sa mère, Fiona, a expliqué qu'elle ne voulait pas se rendre au cimetière. Mais ce choix a créé des obstacles à une éventuelle exhumation et à de nouveaux examens médico-légaux. Le corps du garçon n'ayant toujours pas été retrouvé, des rumeurs de meurtre ont commencé à se répandre sur les réseaux sociaux. Jamie Shaw, 26 ans, habitant de Belfast Nord, a publié une vidéo de 9 secondes sur Snapchat affirmant avoir participé à l'enterrement de corps, dont celui de Noah. Cette vidéo s'est révélée être un mensonge et l'homme a été accusé de haïr Noah. En mars 2021, Fiona Donohoe s'est rendue à la police pour vérifier les rumeurs selon lesquelles son fils aurait été attaqué par un toxicomane avec une seringue contaminée. En proie au chagrin, la mère s'accroche à toutes les explications possibles de la tragédie. En juin 2023, un nouveau détail surgit dans l'affaire. On apprend que le jour de sa disparition, Noah a quitté la maison à 3h30 du matin sous une pluie battante. Des caméras l'ont filmé vêtu d'un t-shirt, d'un short et de tongs. À 4h05, il est revenu mouillé, sans écouteurs ni chaussures. Il s'est avéré que la famille était au courant depuis 2022, mais qu'elle avait choisi de ne pas le divulguer. Les images n'ont été remises aux avocats de Fiona que 2 ans plus tard. La police m'a demandé si Noah avait pu sortir en cachette de la maison. J'ai répondu qu'il n'y avait qu'une seule clé dans l'appartement et que les portes grinçaient beaucoup. Donc, je pensais que c'était impossible, mais je me suis trompé, a admis la mère du garçon. Où allait-il? Avait-il rendez-vous avec quelqu'un? Peut-être lui proposait-on de faire quelque chose d'illégal? Le nord de Belfast, où le garçon a disparu, est une zone majoritairement protestante. L'Irlande du Nord ressent encore les effets des troubles, un conflit entre catholiques et protestants qui a coûté la vie à des milliers de personnes. Dans le même quartier, quelques semaines avant la disparition de Noah, un groupe d'adolescents a attaqué un autre élève du collège Saint-Malachie, Malachie's College. La mère de ce dernier a affirmé que l'attaque était motivée par des considérations religieuses. Noah aurait-il pu connaître le même sort? Certains pensent que l'agresseur était peut-être un informateur de la police. Si la vérité éclate, il pourrait y avoir des émeutes. C'est pourquoi l'affaire est gardée secrète. Mais si l'agression a eu lieu, quand a-t-elle eu lieu? Les caméras n'ont enregistré aucune violence. Pourquoi Noah a-t-il commencé à se déshabiller progressivement, à perdre des objets?
Les dernières images de vidéosurveillance le montrent marchant nu jusqu'à l'entrée du collecteur d'eau pluviale. Selon une théorie, ce comportement étrange serait dû à un traumatisme crânien consécutif à une chute de vélo. Cependant, l'expertise n'a révélé aucune blessure grave. En outre, le comportement étrange de Noah a commencé avant la chute. Il a d'abord jeté son sac à dos, puis est tombé. Peut-être le coup était-il insignifiant, mais il a provoqué une désorientation, surtout si le garçon avait déjà des problèmes psychologiques cachés. Il existe une autre théorie, la curiosité enfantine. Noah a peut-être remarqué l'entrée de l'égout depuis longtemps et a décidé de l'explorer. Cette nuit-là, il a pu sortir pour la chercher, se déshabiller pour ne pas mouiller ses vêtements, puis, réalisant qu'il n'était pas au bon endroit, continuer son chemin. Des caméras l'ont filmé de nuit dans des vêtements mouillés, sans tongs ni écouteurs. Peut-être les a-t-il perdus dans les égouts? Il est probable qu'il ait caché son ordinateur portable à l'avance pour ne pas avoir à le prendre avec lui. Autre question importante. Où sont ses vêtements? Le pantalon, le t-shirt, le short et la veste n'ont jamais été retrouvés. Cela pourrait-il indiquer une mort violente? Pourquoi le corps, retrouvé dans les égouts, ne présente-t-il aucune trace de dégâts des eaux? Le rapport de police révèle également l'intérêt de Noah pour le psychologue Jordan Peterson et la littérature religieuse. Le 15 février 2010, à 9h39, la police du comté de San Diego a reçu un appel inquiétant de Michael McStay, résidant à Huntington Beach. Il a indiqué qu'il n'avait pas pu contacter son frère Joseph McStay, sa femme Summer et ses enfants Gianni, 4 ans, et Joseph Jr., 3 ans, pendant 11 jours depuis le 4 février. Ils n'ont pas répondu aux appels pendant toute cette période, ce qui est tout à fait atypique pour une famille qui a toujours été en contact. La police s'est rendue à l'adresse indiquée par Michael, 3473 Avocado Vista, Fallbrook, Californie, pour vérifier ce qui se passait. Cependant, en arrivant sur place, les policiers n'ont rien trouvé d'anormal. La maison était vide et bien que le garage n'ait pas été inspecté, personne n'y a prêté attention. Qu'il s'agisse d'une erreur ou de la méfiance habituelle à l'égard des mauvaises nouvelles, la police a conclu que la famille était peut-être simplement partie. Signe suspect, mais la situation a commencé à évoluer différemment. Le shérif du comté de San Diego arrive sur les lieux dès le 10 février, mais ne voyant rien d'anormal, n'entre pas non plus dans la maison. Le 13 février, Michael McStay lui-même revient sur les lieux de la disparition. 2 chiens appartenant à la famille McStay, Bear et Little Bear, attirent son attention. Ces animaux avaient l'air sales et affamés, ce qui semblait tout à fait étrange pour des personnes qui partiraient sans s'occuper de leurs animaux de compagnie. Michael, inquiet que quelque chose soit arrivé à la famille, décide de se faufiler dans la maison par une fenêtre. À l'intérieur, il trouve des signes indiquant que la famille a quitté la maison précipitamment. Mais il n'y a aucune trace d'effraction ou de vol, et il semble que les propriétaires soient simplement partis en laissant tout en l'état. À l'intérieur, malgré l'absence de signes inquiétants, Michael sent que quelque chose ne va pas. Enfin, un appel à la police. Quelques jours plus tard, Michael décide de signaler la disparition de sa famille à la police. Ce n'est qu'à ce moment-là que commence l'enquête, qui conduira à la découverte de détails macabres. Le 10 février, des policiers se rendent au domicile des Douglas, mais ne trouvent aucune trace de lutte ou d'effraction. La décision est prise, il faut attendre quelques jours, en espérant que la famille prenne contact d'elle-même. Premier indice, le temps passe et les Douglas ne se manifestent pas. L'inspecteur Thomas Rivers, qui s'est vu confier l'affaire, a commencé par demander les données relatives aux appels de Michael et de Lily. La réponse de l'opérateur révèle que le téléphone de Michael est éteint depuis le 3 février au soir.
Dans le même temps, le téléphone de Lily est resté actif pendant encore 2 jours. Il recevait des appels et des messages, mais ne répondait pas. L'opérateur a également signalé que le 3 février, les téléphones du couple ont été enregistrés près de l'autoroute I-15 à environ 15 km de leur domicile. À 21h17, un appel sortant a été passé depuis le téléphone de Michael vers son collègue, mais l'appelant n'a pas répondu. Le téléphone a ensuite été définitivement éteint. Le dernier appel sortant de Lily a été enregistré à 16h55 le même jour. Des messages ont été reçus sur son téléphone jusqu'au 7 février, date à laquelle le téléphone a probablement été déchargé. Pendant tout ce temps, le signal du téléphone de Lily a été observé près d'un pont, situé à proximité de la ville d'Escondido. L'enquête a commencé. Ces faits étranges ont amené l'inspecteur Rivers à se pencher sérieusement sur l'affaire. L'enquête a commencé. Ces faits étranges ont amené l'inspecteur Rivers à se pencher sérieusement sur l'affaire. Il se renseigne auprès de tous les aéroports, gares routières et ferroviaires, hôtels et hôpitaux des environs. Le 12 février, des informations sur la famille disparue sont communiquées aux médias. Des parents et des amis des Douglas ont créé un site web offrant une récompense de $2000 pour toute information utile. Des drones ont même commencé à être utilisés pour retrouver la famille. Données financières et perquisitions. Un détective a obtenu un mandat de perquisition au domicile de la famille et a également demandé un examen de leurs transactions financières. Il a été découvert que Michael avait plus de $150 000 sur son compte et qu'aucune transaction n'avait été enregistrée depuis sa disparition. La famille avait récemment acheté une maison spacieuse de 2 étages pour $400 000. Les entretiens avec les voisins ont révélé que personne n'avait vu quoi que ce soit de suspect le jour de la disparition. Le 19 février, Rivers et une équipe d'experts sont allés fouiller la maison et ses environs. Trouvailles étranges. La première chose qui a attiré l'attention est l'absence d'un des véhicules. Le SUV Toyota 4 Runner noir appartenant à Michael a disparu tandis que le second véhicule, le Ford Escape de Lily, est resté garé à l'extérieur de la maison. Il semble que ce soit le 4 Runner avec lequel la famille a quitté la maison. Lorsque la police a examiné la maison, elle n'a trouvé aucun signe de lutte, mais elle a remarqué des détails étranges. Sur le canapé du salon se trouvaient les lunettes de Lily, qui sortaient rarement sans elle. À proximité se trouvaient 2 grandes boîtes de pop-corn, dont une partie était éparpillée sur le sol, comme si les enfants l'avaient mangée devant la télévision. Dans la cuisine, il y avait une barquette d'œufs abîmés, une banane noircie posée sur la table et un paquet de pop-corn à moitié cuit dans le micro-ondes. La salle de bain soulevait encore plus de questions. Une lampe de table était posée sur le sol comme si quelqu'un l'avait accidentellement fait tomber. Dans le dressing, il y avait des objets éparpillés et des valises ouvertes dans lesquelles on avait mis quelque chose à la hâte. Cependant, le processus d'emballage avait été brusquement interrompu. Les sacs n'étaient pas fermés et les affaires n'étaient pas complètement emballées. L'absence de sac à main féminin est encore plus étrange. Bien que Lily ait beaucoup de vêtements, aucun de ces sacs à main n'a été retrouvé dans la maison. Les enquêteurs ont interrogé les employés de Joseph, les associés Chase Merritt et Dan Cavano, qui étaient chargés de la partie technique du travail. Il s'est avéré que l'entreprise générait des revenus réguliers et était évaluée à près d'1 million de dollars. Des échantillons d'ADN ont également été prélevés sur d'éventuels suspects. Le 23 février, soit 19 jours après la disparition, Interpol a été associé aux recherches. Le 5 mars, une nouvelle piste importante est apparue. Des images provenant de caméras de surveillance situées à la frontière avec le Mexique. L'image floue montre une famille de 4 personnes franchissant un poste de contrôle. Toutefois, la qualité des images ne permettait pas d'identifier précisément les personnes.
La voiture a quitté la maison le 4 février, alors que les images de la frontière sont datées du 8 février. Malgré ces doutes, la police a mis fin à l'enquête, supposant que la famille était partie de son plein gré. La famille n'a pas cru à cette version. Le père de Joseph, Patrick, a essayé d'organiser ses propres recherches en demandant l'aide d'un ami texan, Tim Miller, qui a participé à des opérations de recherche et de sauvetage. Mais cela n'a donné aucun résultat. Les années ont passé, mais la famille n'a jamais été retrouvée, ni au Mexique ni ailleurs. En 2013, l'affaire a été confiée au FBI. Les circonstances de la disparition sont restées mystérieuses, donnant lieu à de nombreuses rumeurs et théories. L'une d'entre elles est que Joseph aurait été impliqué dans un cartel, ce qui aurait entraîné ses conséquences. Cependant, aucune preuve n'a été apportée. Une autre théorie a été avancée par l'écrivain Rick Baker. Il pensait que Summer pouvait se débarrasser de son mari et s'enfuir avec les enfants, allant même jusqu'à simuler un enregistrement de la caméra à la frontière pour induire l'enquête en erreur. Des informations ont également fait surface sur les problèmes de santé de Joseph. Il avait souvent des vertiges, ce qui aurait pu influencer son comportement. La famille McStay a disparu en 2009. Et l'affaire est restée silencieuse pendant des années. Les gens ont oublié l'histoire, mais les proches espèrent toujours qu'ils sont en vie. Le 11 novembre 2013, un motard a découvert un crâne humain dans le désert de Mojave, et les enquêteurs arrivés sur place ont trouvé 2 tombes peu profondes, avec les restes de 2 adultes et de 2 enfants. Une masse d'1 kilogramme, qui pourrait être l'arme du crime, gisait également sur les lieux. Les restes étaient complètement décomposés et il a fallu 4 jours pour les identifier. Le 15 novembre, il a été confirmé qu'il s'agissait de Summer et de Joseph et que les petits squelettes étaient probablement ceux de leurs enfants. L'enquête a été confiée au bureau du shérif de San Bernardino. L'ADN de Chase Merritt, l'associé de Joseph, a été retrouvé dans le véhicule de la famille, mais les enquêteurs l'ont d'abord ignoré, parce qu'ils pensaient que la famille avait fui au Mexique. Cependant, le lieu de sépulture se trouvait dans une zone reculée, et il a été possible de conserver des preuves, notamment des traces de pneus qui correspondaient à ceux du camion de Chase. Il s'est avéré que ce dernier connaissait bien le désert, puisqu'il y avait passé du temps lorsqu'il était enfant et que sa sœur vivait à proximité. Les données du téléphone portable ont également confirmé qu'il se trouvait sur le lieu de l'enterrement. En outre, Chase était en proie à de graves difficultés financières. Alors que les affaires de Joseph étaient en plein essor, Chase empruntait constamment et sa dette totale s'élevait à environ $100 000. Il falsifiait également des chèques et même après la disparition de sa famille, il continuait à frauder. Il s'est avéré qu'il avait un grave conflit avec Joseph au sujet de l'argent. La dernière fois qu'ils se sont disputés, c'était au sujet d'un remboursement important pour une fontaine défectueuse. Toutes les preuves pointaient vers Chase. Le 5 novembre 2014, il a été arrêté. Le père de Joseph s'est souvenu que son fils n'était pas satisfait du travail de Chase et qu'il envisageait de le remplacer, ce qui aurait pu constituer un motif supplémentaire. Chase jouait et devait d'importantes sommes au casino. Le 4 février 2010, il aurait appris que Joseph allait le dénoncer à la police pour tricherie. La Californie applique la loi des 3 coups et Chase aurait pu être condamné à une peine de prison à perpétuité. Le soir du 4 février, il s'est rendu dans la maison de son partenaire et a tué toute la famille, puis a caché les corps pendant 2 jours avant de les conduire dans le désert. Auparavant, il a conduit le 4x4 de la famille jusqu'à la frontière pour laisser l'enquête déraper. Il s'est avéré que c'est Chase qui a cherché des informations sur le Mexique dans l'ordinateur de Joseph. Le procès s'est ouvert le 7 février 2019. Les preuves contre Chase étaient circonstancielles, mais l'accusation a prouvé avec assurance sa culpabilité.
La défense a tenté de faire porter le chapeau à un autre partenaire commercial, Dan Cavanagh, mais l'enquête n'a pas permis de recueillir d'éléments à son encontre. Finalement, le jury a déclaré Chase coupable du meurtre de toute sa famille. Il a été condamné à la peine de mort et se trouve actuellement dans une cellule de détention en attendant son exécution. Après le verdict, Chase Merritt a continué à clamer son innocence. Sa défense a déposé de nombreux recours, invoquant l'absence de preuves directes et la partialité présumée de l'enquête. Cependant, la Cour est restée inflexible. Toutes les preuves le désignaient. Pendant ce temps, les proches de la famille McStay tentent de surmonter cette perte. Le père de Joseph, Patrick McStay, s'est exprimé à plusieurs reprises dans la presse, exigeant que justice soit faite le plus rapidement possible. Il a souligné que Chase n'était pas seulement un partenaire commercial, mais un ami de confiance de la famille. La trahison de sa part semble particulièrement cruelle. Les médias continuent de couvrir l'affaire, et nombreux sont ceux qui s'interrogent sur l'efficacité de l'enquête. Certains ont critiqué la police pour avoir orienté l'enquête dans la mauvaise direction au cours des premières années, tandis que d'autres ont fait remarquer que sans les corps retrouvés dans le désert, l'auteur du crime n'aurait peut-être jamais été découvert. En attendant, l'histoire de la famille McStay reste l'un des crimes les plus brutaux et les plus mystérieux de son époque. Leur destin, si tragiquement interrompu, nous rappelle à quel point la vie humaine peut être fragile et à quel point la confiance peut facilement conduire à la mort. Malgré la condamnation de Merritt, l'affaire de la famille McStay a laissé de nombreuses questions dans son sillage. Pourquoi la famille a-t-elle pris la route cette nuit-là, laissant derrière elle tous ses biens et ses animaux domestiques? Joseph avait-il un conflit avec quelqu'un d'autre? Et surtout, Merritt aurait-il pu agir seul ou aurait-il eu des complices? Cette histoire est devenue l'un des mystères les plus discutés de l'actualité criminelle aux États-Unis, nous rappelant à quel point il est facile de disparaître et de se révéler être la victime d'un crime soigneusement planifié.